Bonjour, je suis Michael Duvaux-Waro, votre hôte pour cette émission, et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce rendez-vous audio dédié aux dernières évolutions dans le domaine de la formation des professionnels de la santé. Ce podcast, ou balado, est réalisé de manière bénévole au sein de la Société internationale francophone d'éducation médicale, la CIFEM, pour la revue Pédagogie médicale. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager des idées novatrices, des témoignages inspirants et des discussions approfondies sur les théories et pratiques en matière d'éducation médicale. Chaque épisode de Pédagogie médicale podcast explore les nouvelles frontières des formations en santé avec comme base de discussion un article publié dans la revue Pédagogie médicale en compagnie d'un ou d'une autrice de l'article sélectionné. Nous espérons que ce contenu vous donnera envie de rejoindre notre communauté professionnelle et scientifique à but non lucratif en adhérant à la CIFEM, en s'abonnant à la revue ou les deux. Alors aujourd'hui, je reçois Hélène Givron qui a publié avec Alice Chitek et Martin Dessailles 2 articles consécutifs intitulés respectivement « Viser le bien-être des étudiants en médecine, résultat d'une intervention psychoéducative implantée en faculté de médecine de l'Université de Namur » et « Exploration des leviers psychopédagogiques, compréhension qualitative des facteurs promouvant le bien-être étudiant chez les étudiants en médecine ». Alors Hélène, bonjour. Bonjour. Alors je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et je te remercie pour cette participation à cette émission. C'est un plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Alors pour les auditeurs qui puissent un peu te situer, je te propose peut-être déjà de commencer par te présenter en quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet et éventuellement nous déclarer d'éventuels liens ou conflits d'intérêts avec le sujet du jour. Très bien, donc je m'appelle Hélène Givron, je suis psychologue et je suis maître de conférences et coordinatrice pédagogique au département de psychologie de la faculté de médecine à l'université de Namur. Donc Namur étant situé en Belgique, vous reconnaîtrez peut-être un petit accent belge tout au long de ce podcast. Alors j'ai réalisé une thèse de doctorat qui portait sur les attitudes des étudiants en médecine envers l'apprentissage des compétences communicationnelles. Donc j'ai une certaine appétence pour l'enseignement des compétences communicationnelles et émotionnelles des futurs soignants. Ce que j'aimerais te proposer peut-être pour commencer, c'est de faire un peu le point sur ce que tu entends et ce que vous entendiez avec les co-auteurs sur la notion de bien-être étudiant principalement, et puis les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser au sujet à la faculté de médecine à Namur. Oui, eh bien, pour parler du bien-être, on s'est centré sur 2 modèles assez connus, modèles biopsychosociaux. Donc, le modèle d'Engel qui décrit le bien-être comme étant composé de facteurs justement biopsychosociaux, mais aussi le modèle de Dodge et les collaborateurs qui considèrent que le bien-être, c'est un équilibre entre justement les ressources biopsychosociales d'un individu et puis les défis aussi biopsychosociaux qu'il va rencontrer. Donc, on est dans cette balance quand on parle de bien-être. Alors, d'où nous est venu cet intérêt pour le bien-être des étudiants en médecine? Eh bien, je pense qu'il est venu de 2 sources. La première, c'était finalement dans la fin de ma thèse. J'avais identifié que les étudiants en médecine qui étaient stressés, anxieux, déprimés, ils développaient des attitudes négatives envers l'apprentissage de la communication en santé. Donc, c'est assez intuitif finalement. Si on n'est pas bien, si on est à bout, on n'a plus en fait des ressources qui vont nous permettre encore d'être à l'écoute et disponibles pour le patient. Et toujours dans donc cet état de la littérature par rapport à tout ce qui est communication, eh bien on le sait, il existe des stratégies qu'on peut apprendre pour mieux communiquer avec ses patients, mais le contenu en tant que tel que les soignants doivent aborder est très chargé émotionnellement. Quand on pense à l'annonce de mauvaises nouvelles, la gestion des douleurs chroniques d'un patient qui souffre, etc., on va être confronté en tant que soignant aux émotions de l'autre, à nos propres émotions également, et comment on fait pour réguler tout ça, qui nous apprend à le faire ou justement ne nous apprend pas à le faire. Donc ça, c'est vraiment la première source d'abord d'intérêt qui a émergé. Et puis la deuxième source, c'est la suivante. Bien avant déjà mon arrivée, d'autres collègues dans le département de psychologie de la fac de médecine avaient commencé des études qui s'intéressaient à la santé mentale des étudiants en médecine. Donc il y avait vraiment chaque année une récolte
de mesures de type stress, anxiété, dépression, etc. chez nos étudiants. Et on voyait qu'ils avaient des taux quand même malheureusement supérieurs à la norme. Alors on pense à d'autres étudiants du même âge dans d'autres filières. Donc ça avait déjà été un peu interpellant. Et malheureusement, en période Covid, on a également eu énormément à ce moment-là de demandes, de témoignages d'étudiants en souffrance qui rapportaient beaucoup d'isolement, qui n'étaient pas bien. Et ça a perduré. Et donc là, il y a aussi eu le constat qu'il fallait peut-être agir. Peut-être déjà un premier paradoxe que je peux partager ici, c'est qu'autant nos étudiants en médecine semblent en souffrance, autant ils consultent très très peu, ça on avait identifié les aides mises sur place. Donc on s'est dit tiens pourquoi il y a des aides, notamment des centres médico-psychologiques donc qui offrent des consultations gratuites par des psychologues pour nos étudiants et ils consultent pas. Donc là il y avait vraiment quelque chose aussi qui nous interpellait et qu'on avait envie de creuser. Oui, c'est vrai que la dimension d'accès aux soins en fait, elle n'est pas uniquement sur les aspects tarifaires. Il y a beaucoup de Ouais. facteurs qui vont influencer dessus, et notamment sur aussi ce qui peut relever de la santé mentale. Et vous évoquez assez rapidement dans l'introduction qui est assez fournie et assez intéressante à aller chercher. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à aller chercher dans les références que vous avez mis pour apprendre sur le sujet. Vous parlez un peu de culture du blâme dans les facultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus justement de cette culture du blâme que vous avez retrouvée? Oui, tout à fait. Alors, en faculté de médecine, on parle parfois aussi de curriculum caché, donc toute une Hmm. série d'éléments qui ne sont pas enseignés de manière formelle, mais qui vont teinter quand même. On parle parfois aussi de curriculum. Dans les facultés. Est-ce que vous pouvez nous en pour apprendre sur le sujet? Vous parlez un peu de culture du blâme dans les facultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus justement de cette culture du blâme que vous avez retrouvée? Oui, tout à fait. Alors, en faculté de médecine, on parle parfois aussi de curriculum caché, donc toute une Hmm. série d'éléments qui ne sont pas enseignés de manière formelle, mais qui vont teinter quand même l'apprentissage des étudiants. Et on identifie que, par exemple, lorsqu'un médecin est malade ou mettrait en tout cas son patient en arrêt maladie dans cet état, donc réaliserait par exemple un certificat, il ne l'applique pas à lui-même. Et donc, on voit déjà très bien que là, et ça en fait commence déjà dès les études en médecine, il y a, peut-être via aussi ce climat de compétition, la nécessité de toujours être au top, de ne pas pouvoir avoir de failles et de devoir gérer et continuer, quel que soit, entre guillemets, son état. On demande beaucoup à ces étudiants aussi, hein, on le voit, ils ont quand même des parcours très denses avec énormément de matière. Voilà, il y a, je pense, le climat en tant que tel, et puis il y a ces non-dits, mais qui laissent quand même planer une information qui est qu'on n'a pas vraiment le droit d'aller mal en tant que futur médecin et qu'il faut être au top tout le temps. Là, pour continuer un petit peu sur le cadre théorique et pour bien cerner un peu les enjeux, j'aimerais un petit peu plus qu'on s'intéresse aux compétences émotionnelles, parce Oui. que du coup, vous l'avez évoqué un peu rapidement, mais c'est un peu le cœur aussi de la base un peu de l'intervention psychoéducative. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous entendez par compétences émotionnelles, et puis ce que ça nous apporte de les identifier en tant que telles et de travailler dessus? Oui, alors ici je m'appuie en tout cas sur un modèle spécifique notamment développé par Martin Dessay et Moira Mikolášek qui va identifier en réalité 10 compétences émotionnelles. Il s'agit de compétences d'identifier ces émotions, de les comprendre, de savoir les exprimer, les réguler et les utiliser. Donc il y en a en réalité 5, mais qui se déclinent soit de manière intrapersonnelle, donc savoir réguler, on va dire, ses propres émotions, et puis qui se déclinent de manière interpersonnelle, donc identifier, comprendre, exprimer, réguler les émotions d'autrui. Donc ce sont évidemment des compétences, comme je le disais, assez importantes pour des futurs soignants qui vont être confrontés à des émotions. Ici, donc, quand on s'intéresse à des étudiants qui sont dans leur première année préclinique, on s'intéresse évidemment à leurs compétences émotionnelles pour eux. On espère qu'ils vont les transférer et donc qu'ils vont les utiliser pour prendre soin aussi de leurs patients. Mais ici, on avait vraiment envie de mettre l'accent sur le bien-être de nos étudiants. Donc, quand on leur a présenté ces outils, on avait vraiment envie de leur dire c'est pour vous, c'est vraiment pour vous. D'abord, leur montrer qu'ils étaient, voilà, justement la priorité, que leur bien-être nous importait en faculté de médecine. Maintenant, si ça te convient, on peut peut-être rentrer directement dans le cœur des interventions que vous avez Oui. proposées aux étudiants. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement en quoi consistaient les interventions psychopédagogiques que vous avez proposées aux étudiants? Oui, alors tous les étudiants de
deuxième année à la fois en médecine, en sciences biomédicales et en pharmacie ont un cours chez nous qui est obligatoire de psychologie générale. Donc ils ont 30 heures vraiment de cours magistraux donnés par le professeur de Sey. Et alors, à côté de ça, on a réussi, alors je vous passe les détails, mais ça a été un combat justement de plusieurs années. On pourra en parler si ça vous intéresse, mais pour justement dégager des heures pour ça et essayer de prouver que c'était essentiel et convaincre notamment les conseils facultaires, on a donc réussi à avoir 15 heures de travaux pratiques qui étaient donc dédiés uniquement au bien-être et alors là des étudiants en médecine. En fait, on a réussi à dégager ce pool, mais uniquement pour les étudiants en médecine. Et alors, donc dans ces 15 heures, il y avait 10 heures en présentiel avec les étudiants et 5 heures chez eux. Donc, ils avaient un petit journal de bord qui leur permettait vraiment de, un peu comme un portfolio, de compléter de semaine en semaine ce qui se déroulait en eux. Et donc, par rapport à ces séances, elles étaient réparties entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et donc, de semaine en semaine, ils découvraient, donc sur base des modèles dont je parlais d'Engel et Dodge, les ressources psychologiques, les ressources sociales et les ressources biologiques. Et donc, on s'est basé sur la littérature et ces modèles pour créer donc le contenu, mais on a également pris contact avec leur porte-parole. Ils ont une déléguée qui a pu vraiment nous relayer finalement les besoins des étudiants. On voulait partir aussi de leurs besoins pour y répondre au mieux. Et donc, notamment donc Alice Chitek a commencé à développer ces séances. Alors, je peux vous donner des petits exemples parce que la première séance avait pour objectif de parler des ressources psychologiques. Donc, on leur expliquait pour la première fois justement qu'est-ce qu'une émotion, comment est-ce qu'elle se développe, comment elle se déroule, le fait qu'elle est liée à des besoins qui sont assouvis ou non, comment est-ce qu'on peut même utiliser nos émotions parfois, et comment est-ce qu'on peut même aussi faire perdurer des émotions positives, parce que parfois on se dit que réguler une émotion, c'est diminuer une émotion désagréable, diminuer son stress, mais ça peut être aussi réussir à augmenter le plaisir plus longtemps. Et donc on leur a notamment parlé de l'outil de pleine conscience, et donc ils avaient un petit audio à réaliser après chez eux, et ils pouvaient dans leur petit journal après expliquer comment ils l'avaient vécu, et c'était tout à fait ok si c'était pas agréable, parce qu'il y a certains pour qui ça convenait pas et c'était intéressant de pouvoir échanger avec eux aussi là-dessus lors de la prochaine séance, alors où on les retrouvait et on abordait d'autres stratégies. On a pu donner un accent aussi sur tout ce qui était stress justement estudiantin propre à leur profession. Leur expliquer qu'ils n'étaient pas seuls face à ce stress et à ces difficultés et qu'en fait c'était, je pense, ça a permis vraiment un échange à ce moment-là, un partage entre les différents étudiants qui ont pu en fait se regarder les uns les autres et se dire ah ouais, en fait si tu traverses ces difficultés, c'est pas juste moi, je suis pas isolée. Et quand on n'est plus isolé, mais la souffrance elle diminue déjà de moitié, donc c'est déjà une bonne chose. Donc voilà un petit peu les différentes ressources qu'on a abordées avec eux. Oui, il y a de la richesse dans la proposition des interventions que vous avez fait et c'est vrai qu'à la lecture un peu de tout ça, c'était particulièrement intéressant et inspirant même pour même moi en tant qu'enseignant, je me dis tiens, je vais peut-être essayer de penser ça, mais par exemple moi en tant que kinésithérapeute, c'est pas moi qui vais le faire, mais je vais essayer de le penser dans l'inclusion curriculaire et de faire intervenir des psychologues dans les facultés et dans les cursus de formation des professionnels de santé, ça me semble indispensable. Alors, est-ce que, parce que du coup là vous avez publié deux papiers oui. Coup sur coup, et donc vous avez deux méthodes en papier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi de faire deux papiers distincts, et puis nous dire rapidement les méthodes que vous avez déployées en fait dans ces deux études? Oui, alors on a utilisé finalement une méthode assez proche de celle que j'avais utilisée pendant ma thèse parce qu'on a maintenant à cœur, quand on met en place un nouveau dispositif pédagogique, de l'évaluer pour déjà être sûr qu'on ne fait pas plus de tort que de bien parce que, par exemple, pour les compétences communicationnelles, il est déjà arrivé qu'on mette en place un cours et qu'en fait, après, on voit une dégradation des attitudes ou des compétences. Donc voilà, ça nous paraissait essentiel de vérifier qu'on ne faisait pas de tort. Et donc, en fait, la méthodologie, je dirais qu'elle est foncièrement quantitative et longitudinale dans le sens où on a finalement pris une mesure du bien-être des étudiants avant et puis après les séances. Alors, on n'a pas un groupe contrôle qui est parfait, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est pour ça que j'expliquais cela au début, c'est qu'on a pris nos étudiants qui suivaient le cours de psychologie, là, de biomède, pharma. On les a utilisés comme un groupe contrôle puisqu'ils n'avaient pas les 15 heures de travaux pratiques et on les a comparés à nos étudiants en médecine. Donc voilà comment on a fait un design qui est perfectible, on pourra en reparler.
Alors, au niveau des questionnaires qu'on leur a fait passer avant et après, on s'est basé sur des questionnaires validés que justement l'équipe utilisait déjà, j'en parlais depuis quelques années, donc des questionnaires de dépression, stress, burn-out, compétences émotionnelles, support social perçu et empathie. Donc ça, c'est ce qu'on recouvrait via ces questionnaires validés. Et alors, on avait l'envie de pouvoir quand même un peu comprendre les résultats quantitatifs qu'on allait avoir, parce qu'on se disait, ben, forcément, on espérait une amélioration du bien-être, mais peut-être que ça n'allait pas être le cas. Et surtout, même s'il y en avait une, à quoi est-ce qu'on pouvait attribuer ces bienfaits? Et donc, on a posé une question ouverte à nos étudiants aussi, qui était finalement, bah, qu'est-ce que m'apporte cette intervention psychopédagogique? Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une étude mixte ou bien vraiment quali parce qu'on n'est pas dans une récolte avec des interviews où on a pu relancer les étudiants, vérifier qu'on comprenait bien le sens derrière leurs propos. Ici, voilà, c'est le résultat, on va dire, d'une analyse d'une question ouverte dans un questionnaire. Donc, la portée est limitée, mais voilà, on peut en parler. Ça a quand même permis de donner des petites indications. Oui, et puis je pense qu'il y a un intérêt et il faut vraiment s'en servir. On a quand même des corpus de textes assez importants hein, avec les rendus des étudiants qui nous rendent Oui. des examens, qui nous rendent en fait beaucoup de travaux écrits. Et en fait, cette dynamique aussi de se servir de ces travaux écrits pour les analyser. Alors oui, avec peut-être une force méthodologique dans l'analyse qualitative qui est peut-être plus faible et encore, mais en tout cas qui est sous la main entre guillemets et qui est disponible et dont on ne se sert pas forcément. Donc c'est aussi une force d'avoir pris cette dynamique, de l'utiliser en tout cas pour compléter un peu l'interprétation des résultats quantitatifs. On parlera peut-être en fin de podcast un petit peu de l'implémentation et de la nécessité d'évaluation Oui, et volontiers. de la faisabilité organisationnelle parce que pour Ouais. moi ça fait partie des sujets qui nous animent aussi de comment on fait concrètement pour le mettre en place des choses dans nos différents environnements d'éducation. Mais peut-être déjà sur les résultats que vous avez obtenus par vos méthodes quantitatives et qualitatives, est-ce que tu peux nous dire pour toi les résultats qui te semblent les plus importants, intéressants à mettre en lumière par rapport à ce que vous avez pu observer? Oui, alors pour le premier article, donc quantitatif, la première chose qu'on a pu observer, c'est que entre septembre, premier moment de récolte, et décembre, deuxième moment après les 5 séances, euh, eh bien, il y avait un niveau de stress, de dépression et autres qui augmentait en fait chez tous les étudiants. Et quand on regarde le moment vraiment de récolte en décembre, c'est juste avant ce qu'on appelle en Belgique le blocus, je pense, en tout cas la période où on prépare sa session d'examen. Et donc je crois que là, il y a un pic de stress chez les étudiants et on a juste pu en tout cas objectiver que chez tous les étudiants, il y a une augmentation à ce moment-là du stress, dépression, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a pu voir que de manière significative, dans notre groupe, on va dire expérimental, hein, qui a bénéficié de cette intervention, il y a une augmentation qui est plus faible. Donc de façon significative, cette augmentation est plus faible. Donc peut-être qu'ils ont pu bénéficier de certains outils. Enfin, je le disais aussi, les groupes ne sont pas totalement comparables, mais ça c'est un premier résultat en tout cas qui était intéressant. Un autre résultat qui nous a interpellés, c'est le fait que uniquement notre groupe justement expérimental qui a bénéficié de ces séances bien-être, il y a une diminution des compétences émotionnelles intrapersonnelles. Alors ça, bon, c'était pas prévu. Donc le fait ils ont l'impression, ils rapportent en tout cas moins bien identifier, réguler, etc. leurs émotions que ce qu'ils pensaient au temps 1. Alors là, sur base de ce qu'on connaît un peu dans la littérature, c'est aussi valable pour les compétences communicationnelles, on pense, c'était notre interprétation en tout cas, que entre le temps 1 et le temps 2, ils ont en fait développé des connaissances et peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient surestimés et surévalués au temps 1 et qu'ils ont, comme on dit parfois, ils étaient un peu inconscients de leur incompétence et qu'ils sont devenus plus conscients de leur incompétence. Donc il y a ici quelque chose qui a progressé. Alors voilà, comme ce sont des mesures auto-rapportées et pas des compétences qu'on mesure, c'est vrai que c'est une interprétation qu'on peut faire. Et je la compléterai par les résultats qualitatifs qui justement permettent de donner des pistes par rapport à ça. Et alors on a également vu, de nouveau, à la base pas spécialement attendu, mais par rapport à la mesure de l'empathie, on a différentes sous-échelles dans le questionnaire IRI qu'on a utilisé et on voyait que la sous-échelle de détresse personnelle, elle augmentait dans notre groupe expérimental. Et donc au début, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe chez eux?
Et à la fois, on se dit, bah, en fait, on a mis le focus vraiment sur toutes les difficultés qu'un étudiant en médecine peut ressentir, hein. Déjà, ils voient qu'ils sont, par rapport aux autres étudiants, pris à part. Ils ont 15 heures pour eux dédiées à ça. On leur dit qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc voilà, peut-être qu'on a ici permis aussi soit qu'ils osent dire davantage qui n'était pas bien, soit qu'ils se disent, bon, il y a une problématique, donc je me mets un peu dans cette masse. Voilà, Oui. ça, c'est une interprétation. Une autre sous-échelle de l'empathie qui a évolué significativement, et là c'est en tout cas positif, c'est la sous-échelle de prise de perspective. C'est important dans l'empathie puisque c'est réussir à prendre la perspective de l'autre, donc c'est plutôt cognitif, mais c'est cette capacité à imaginer ce que l'autre ressent. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu observer en résumé au niveau quantitatif. Oui, en fait, on apprend beaucoup de choses hein, dans votre étude et ça donne beaucoup de perspectives hein, aussi pour penser l'implémentation de ce genre de dispositif, mais même de penser la santé des étudiants et l'évolution de cette santé en fait au cours de l'année. C'est vrai que cette dimension des examens, des partiels qui arrivent, bah oui, ils sont plus stressés, ils ont plus de difficultés et en fait, ça paraît peut-être évident de le dire comme ça, mais de pouvoir l'objectiver, c'est assez intéressant. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé quand même, c'est que il y a aussi un intérêt à agir avant que le stress ou que les symptômes dépressifs ou autres arrivent, parce qu'en fait, c'est peut-être pas au moment du pic juste avant l'examen que les étudiants sont prêts à entendre des choses de cet ordre-là. Leur priorité, c'est de valider les examens et donc, ils font autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette dynamique-là que j'ai trouvé particulièrement intéressante. C'est vrai que vous soulevez un point intéressant au-delà du fait d'expérimenter des émotions en tant que futur soignant. En fait, en tant qu'apprenant, on expérimente plein d'émotions parce que l'apprentissage va aller susciter des émotions positives, la motivation, etc., comme des émotions plus négatives de stress. Et il y a eu des études là-dessus, et notamment à l'UNAMUR, Lynn Fisher fait des travaux sur le lien émotion-apprentissage. C'est très intéressant aussi, oui. Oui, et puis c'est des choses qui servent en tant que soignant, en tant qu'apprenant, et c'est vrai que on va aussi accompagner des personnes dans des stratégies éducatives ou de changement de comportement en tant que futur soignant. Et donc, il faut aussi être passé par ces étapes-là pour s'être C'est vrai. transformé, s'être rendu compte nous-mêmes pour ensuite pouvoir se dire, ok, il est dans cette étape-là, mon patient, je comprends, enfin, je peux m'imaginer, je me mets à la place de l'autre, et c'est vrai que c'est un cercle vertueux pour tous les moments et pas uniquement pour la formation après. Tout à fait. Donc oui, c'est vraiment un intérêt à vos travaux. Euh, J'aimerais, enfin, il y a on pourrait parler, je pense, longtemps de tout ça, mais Il y a j'aimerais beaucoup. revenir avec vous sur le- l'aspect de partage des vulnérabilités Oui. que vous évoquez dans les papiers. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, enfin, selon toi, pour encourager justement ce partage des vulnérabilités? Enfin, il y a des dispositifs d'entraide entre les étudiants. Il y a les associations Mhm. étudiantes qui parfois mettent des choses en place. Enfin, je sais pas si en Belgique ça existe, mais nous en France, on a dans les soirées, par exemple, ils mettent en place des trust people, ce genre de choses, voilà. Mais il y a aussi le tutorat qui est quand même beaucoup plus Tout à fait. institutionnalisé. Et donc en fait, j'aimerais un peu qu'on puisse discuter un peu de ce sujet-là, de comment on fait pour encourager un peu ce partage des vulnérabilités entre étudiants, entre apprenants. Oui, c'est très intéressant parce que ça a été également retrouvé dans les réponses plus de la deuxième étude qualitative. C'est quelque chose que les étudiants ont vraiment rapporté comme bénéfique en fait dans ces séances, c'est le fait d'avoir pu se rendre compte que les autres aussi traversaient une difficulté, comme si en fait c'était le cas un peu pour chacun, mais que personne n'osait se le dire. De nouveau, hein, peut-être avec ce climat aussi de compétition, on sait bien que les places à la fin seront limitées et que voilà, il faut aussi, euh, en tout cas, montrer la meilleure facette, on va dire, de soi. Je pense que ça donne, en tout cas, ici, la différence entre ces fameux groupes entre étudiants qui existent par ailleurs et ceci, c'est peut-être qu'on a un encadrement avec un formateur qui est, bon, en l'occurrence ici carrément psychologue clinicien, c'est pas forcément nécessaire, mais je pense que la création d'un endroit qui est très sécurisant, bienveillant, où on dit qu'on va pas être dans le jugement, qu'on va vraiment pouvoir ici récolter comment chacun se sent et qu'on va finalement autoriser les émotions négatives. Ça, je pense aussi que c'est quand même quelque chose qui a facilité en tout cas l'ouverture des étudiants. On n'était pas dans un contexte non plus où il y avait une cote à la clé, parce que ça c'est très particulier aussi. On n'a pas non plus envie de les mettre en dissonance cognitive où on leur dit finalement prenez soin de vous. On leur disait en fait de prenez soin de votre corps, quoi, dormez suffisamment, mangez Mhm. sainement, faites du sport. Et puis en fait, ils ont
tellement de cours, tellement d'heures, tellement de travaux qu'ils n'ont pas vraiment le temps parfois de faire ça. Donc c'est aussi tout un paradoxe où on doit leur dire, ok, ça c'est dans l'idéal, on sait quand même quelle est votre condition et comment on peut faire pour de temps en temps se trouver des petites bulles, etc. Et je pense que ça révèle une difficulté, en tout cas moi que j'ai comme formateur parfois à l'université, c'est qu'on se doit d'être aussi des modèles de rôle parce qu'il y a tout ce qu'on va leur dire pendant ces cours et puis ce qu'ils vont voir et on sait que finalement c'est toujours la fameuse phrase fais ce que je dis parce que parce que je fais. Ils vont aussi prendre compte en compte notre comportement. Si j'arrive moi-même toute stressée au cours en étant complètement à côté parce que je suis débordée, quelle image aussi je veux faire passer à ces étudiants. Et donc ça, je pense que c'est toute une réflexion à avoir pour le corps académique aussi, d'être cohérent entre voilà, si on met en place des pratiques de bien-être, comment vérifier que c'est applicable aussi dans leur cursus, et puis comment nous-mêmes être une image cohérente, parce que je pense qu'il y a ce qui se passe en préclinique, et puis dès qu'ils vont aller vraiment dans la pratique, sur le lieu de travail, si à ce moment-là, ils sont confrontés à notamment des modèles ou des maîtres de stage, etc., qui rigolent de ça ou qui disent bah, c'est complètement utopique, en fait, tout ce qu'on fait de notre côté va être complètement anéanti. Donc, je crois qu'il y a un travail vraiment de fond à faire pour aller changer aussi sur place les mentalités, aller autoriser le partage de vulnérabilité, casser un peu au niveau de ce curriculum caché, là, tout ce blâme, en fait, et autoriser le fait de prendre soin de soi. Mais ouais, il y a du travail. Et je pense que la piste que vous soulevez, que ce soit le tutorat, le mentorat, ça, j'y crois beaucoup. Je pense que ce serait une belle suite à ce projet-ci, en fait, pour plus de continuité et de transfert vers la pratique. Mais en fait, c'est intéressant parce que moi, ça me fait écho à ce qu'on a vécu au congrès de la CIFEM là, à Marrakech Oui. récemment, où on a beaucoup discuté de l'erreur, de comment on crée des cultures positives de l'erreur, ou alors de comment on permet aux personnes de le verbaliser, de l'accepter, de dire que ça peut être intéressant. Et en fait, on se retrouve un peu dans la même situation, je trouve. Et il y a un parallèle, notamment avec les modèles de rôle, qui est assez intéressant. Et puis bon, les facteurs organisationnels aussi, hein. C'est vrai que quand on demande un temps de travail personnel hebdomadaire énorme, bah faut pas s'étonner qu'après les étudiants n'aient plus de temps pour faire autre chose. Enfin ça paraît logique en le disant comme ça, mais après il faut que ça rentre. Bon, c'est les contraintes et c'est ça qui nous anime aussi, hein, de faire en sorte que ça se passe bien de ce côté-là. C'est ça, on va pas tout révolutionner, mais je me dis, même si c'est un petit grain de sable, bah, ça leur fait quand même penser qu'il y a aussi d'autres façons de fonctionner et ça leur ouvre en tout cas peut-être des portes. Mais voilà. Juste du coup, je rebondis un petit peu. Vous évoquiez des possibles travaux futurs, en tout cas peut-être vous encourager à aller travailler du côté du tutorat pour poursuivre un petit peu ces échanges-là. Est-ce que vous, votre équipe de recherche, vous allez continuer un petit peu des travaux sur ce côté-là? Est-ce que vous l'avez fait évoluer vos interventions psychopédagogiques? Enfin, où est-ce que vous Oui. en êtes si vous pouvez révéler certaines choses, hein, il y a peut-être des choses qui se révèlent pas, mais Oui, oui. Mais si, en fait, moi, c'est vraiment ce que j'apprécie dans tout ce processus qu'on est en train ici de partager, le fait de mettre en place une intervention, de l'évaluer, d'y revenir. Je trouve que c'est vraiment ce qui permet de faire évoluer les pratiques. Et donc, on est toujours dans cette évaluation continue. On continue de faire passer des questionnaires aux étudiants pour voir comment ça évolue. Et ce qu'on observe, c'est que les étudiants nous avaient demandé, justement dans ces études-là, de pouvoir et c'est une réponse en fait à ce que vous veniez de me demander, pouvoir être en plus petit groupe pour oser davantage s'exprimer. Donc ils sentent quand même qu'il y a une difficulté quand ils sont tous ensemble dans un auditoire et donc ils nous avaient demandé d'être en plus petit groupe. Et donc pour partager leur vulnérabilité entre autres. Et donc ça a été fait. On a réussi à engager une personne en plus pour nous aider. Et donc ils avaient cette année en plus, donc maintenant il n'y avait plus que 3 séances vraiment en auditoire, tous ensemble. Et il y en avait 2 en petits groupes. Donc nous on a multiplié le nombre de groupes. Un groupe qui leur permettait d'expérimenter vraiment tout ce qui était centration plus sur des techniques cognitives de régulation des émotions. Et puis un autre atelier qui était plutôt sur des stratégies plus corporelles. Donc ils avaient le choix entre pleine conscience, hypnose ou je pense que c'était la relaxation progressive de Jacobson. Ils pouvaient choisir, comme ça ils peuvent aussi quand même un petit peu faire en fonction de
de ce qui les attire le plus. Et donc, voilà, ça a déjà évolué depuis et ils sont satisfaits, ils demandent plus de petits groupes. Donc ça, c'est encore un élément. Et on a aussi réalisé un petit mini-guide qui reprenait des petits exercices pour qu'ils puissent avoir un petit peu comme une continuité quand ils sont chez eux, bah, ils gardent ce mini-guide. Et on sait que certains étudiants sont arrivés en stage cette année et qui sont allés au stage avec leur mini-guide. Donc il y a quand même quelque chose qu'ils peuvent garder un peu dans leur poche comme une trace de tout ça. Et donc voilà, ça continue d'évoluer et ça évoluera encore, mais on essaye en tout cas de chaque fois répondre au mieux aux besoins finalement qui sont identifiés et ça c'est permis par l'évaluation entre autres. Oui, mais c'est assez intéressant parce que vous avez parlé au tout début un peu de portfolio, ou en tout cas comme si Oui. c'était un portfolio. Et c'est vrai que pour les étudiants qui arrivent à rentrer dans cette démarche de portfolio, de réflexivité autour Oui. de leur pratique, on sait que c'est quasiment gagné. Ils vont rentrer dans un apprentissage en profondeur et puis ils vont continuer. Et on sent que c'est aussi l'enjeu de l'implantation de nouveaux programmes, de nouveaux cursus, c'est de réussir à les mettre là-dedans. Exactement, et vous m'avez donné l'idée au début de podcast d'analyser finalement ces journaux de bord ou ces portfolios. Ça donne envie au niveau qualitatif d'aller voir ce qui se passe parce que on espère en tout cas qu'il y a de la réflexivité qui est un peu initiée autour de ces compétences émotionnelles. Pour un collègue enseignant, formateur qui aimerait mettre en place ce type de programme psychopédagogique, quels sont les ingrédients qui seraient importants selon vous à pas oublier pour réussir cette mise en place? Alors, d'un point de vue très très pragmatique, les plus grandes difficultés qu'on a rencontrées, c'était par exemple les difficultés à trouver des locaux et des encadrants. Enfin, c'est très concret, mais on a des grosses cohortes et donc c'est typiquement une difficulté à laquelle il faut un peu se préparer. Et par rapport à l'encadrement, quand on voit au niveau qualitatif que combien les étudiants insistent sur le fait d'avoir eu un formateurs dont les attitudes étaient bienveillantes, sécurisantes, vraiment leur permettant de se sentir suffisamment à l'aise pour aborder certaines difficultés. Je pense qu'il faut réfléchir aussi du coup à la formation des formateurs. Ce type de pratique nécessite quand même des formateurs qui sont prêts à entendre des difficultés, à les réguler également, à gérer des dynamiques de groupe. Donc ça me semble très important. Et du coup, des formateurs, comme on le disait, qui sont des modèles de rôle aussi, si possible, pour avoir plus de cohérence aussi avec l'enseignement. Quelque chose aussi auquel il faut s'attendre, et ça, on ne s'y attendait pas du tout, et ça a été assez surprenant, je vous le disais, on avait des centres d'aide pour les étudiants en médecine qui étaient là, qui existaient depuis des années. Ils avaient des demandes d'étudiants de différentes facs, mais quasi personne en faculté de médecine. Il n'y avait pas de demande chez nous. Alors qu'on l'a dit, les niveaux de difficulté étaient élevés. Après nos interventions, les demandes ont explosé. Donc il y a vraiment eu un engouement vers ces services d'aide. Donc voilà, ça peut-être aussi, il faut le préparer. Il peut y avoir un changement aussi à ce niveau-là. Et puis il y avait aussi une dimension sur l'évaluation. Oui. On peut peut-être en parler quelques minutes parce que du coup vous l'avez dit plusieurs fois que c'était important d'évaluer, mais aussi dans une dynamique pour faire accepter à l'intérieur des facultés ces différents programmes. Est-ce que c'est difficile de faire accepter ça, ce genre de programme au sein des conseils facultaires, au sein de la gouvernance et de l'organisation des facultés? Alors nous, on est un département de psychologie qui est attaché à une fac de médecine. Donc on a déjà dans notre position même quelque chose d'un peu particulier. Là, on a toujours dû un petit peu je pense, se différencier du reste du corps académique. Donc ça, c'est peut-être propre à notre institut. Mais je pense que ce qui a vraiment aidé, parce que je dois le reconnaître, ils ont été très ouverts, ils ont été à l'écoute et ils nous ont très fort soutenus. Alors on est une petite université, je ne sais pas si ça aide plus facilement au changement ou pas, parce qu'on dit que d'habitude, pour changer presque des mœurs comme ça, c'est difficile. On n'est pas toujours prêt au changement. On a eu un facteur favorable qui était aussi une réforme vraiment du contenu des études de précliniques comme ça en médecine. Donc il y a différents éléments qui ont eu lieu, mais je pense que ce qui nous a le plus aidé et qui est transférable peut-être pour d'autres chercheurs ou académiques intéressés, c'est que à chaque fois, on partait vraiment des besoins des étudiants, donc on rencontrait les délégués, on recensait tout ça, on regardait vraiment la littérature pour montrer que c'était appuyé et sur base de vraiment solide. On leur a montré pourquoi il fallait qu'un étudiant en médecine soit bien pour réussir, aussi pour bien consulter par la suite, donc prouver. Et puis, comme on le fait ici, en fait,
évaluer, améliorer, publier. Quand on vient avec les articles publiés chez Pédagogie Médicale et qu'on montre vraiment à l'appui que c'est reconnu par une communauté d'experts, et bien ça fait la différence. Donc il faut, tout ce que je peux dire sur base de ça, c'est évaluer les dispositifs que vous mettez en place et venez avec ces preuves à l'appui au conseil. Je pense vraiment que ça peut faire la différence. Super pour cet encouragement. C'est vrai que il y a de l'enjeu à faire tout ça et c'est pas forcément facile. Et puis, on sent aussi à la lecture de vos écrits et puis dans ce que vous dites que vous y travailliez déjà depuis un petit moment et puis l'opportunité arrive, mais ça part pas 2 fois, on se dit, ça avance pas, mais en fait, ça permettra le jour où il y a l'opportunité que tout se débloque, quoi. Après, faut la saisir. Oui, parce que quand on entend 15 heures, on se dit, mais comment ils ont eu 15 heures? Mais en fait, là, c'est le résumé final, mais on a eu d'abord 5 heures, puis 10 heures, puis on a grappillé sur d'autres heures de cours, et voilà, progressivement, on arrive à ça. Mais c'est un petit combat, c'est vrai, mais je pense qu'en effet, plus on est engagé là-dedans, plus aussi la faculté commence à reconnaître peut-être cette expertise. Je ne sais pas si on va parler d'expertise, mais en tout cas, voilà, il y a également un respect pour le travail qui est donné. Et quand les étudiants évaluent très positivement, et on a cette chance là d'être soutenu finalement par les étudiants, et ben ça, c'est aussi un indicateur qui parle beaucoup. Par rapport au fait de publier, donc il y a l'objectif de faire changer, faire évoluer ces curriculums un peu traditionnels, mais je trouve que c'est important aussi pour partager les dispositifs avec la communauté, parce que moi, ça m'est arrivé quelques fois d'aller justement à un congrès, en discuter congrès de la CIFEM, et je parlais avec d'autres chercheurs, je me dis, ah mais c'est incroyable ce que vous avez mis en place, je savais pas du tout, ou bien j'ai essayé moi-même de mettre de mon côté en place un cours sur la communication, alors que d'autres l'avaient déjà fait, pourquoi réinventer la roue? Et donc ça permet aussi de partager ce qu'on fait et de mutualiser les ressources. Donc c'est tout aussi important pour ça. Alors, nous nous approchons de la fin de cette émission. Est-ce que, dans la continuité du coup de ce partage avec la communauté pédagogique et scientifique en pédagogie médicale, est-ce que vous pouvez nous parler du processus de publication de vos 2 articles dans la revue? Oui. C'était pas classique évidemment de déposer si rapidement deux papiers, mais de manière générale, en fait, on a reçu beaucoup de retours. Ça a été vraiment très riche, les retours qu'on a reçus. Donc très pertinent. J'ai appris en le faisant. Je suis persuadée que ça a amélioré aussi la qualité chaque fois des papiers. Et ce que j'admire avec Pédagogie Médicale, c'est que c'était bienveillant et constructif parce que tous les chercheurs ont déjà essayé de publier dans des revues où les retours sont parfois pertinents, mais assez dur à recevoir, on va dire, assez acerbe. Ici, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance aussi. Donc, j'ai appris, mais pas à mes dépens. C'était aussi très, en fait, positif comme climat, finalement, d'apprentissage. On y revient, hein. On suscite des émotions positives et donc on a envie d'avancer dans cette direction. C'est peut-être un peu le moment promotion, mais est-ce que, du coup, vous pouvez nous dire un peu sur quoi vous travaillez en ce moment? Où est-ce que vous en êtes là dans votre parcours, votre cursus? Si vous avez un projet à promouvoir en ce moment perso, c'est le moment. Les deux gros travaux que je développe pour le moment, c'est premièrement au niveau de la simulation. On essaye de vraiment développer tout ce qui est simulation en faculté de médecine. Je l'utilise avec les étudiants pour développer les compétences communicationnelles. Et donc, en corollaire de tout ça, on est en train de mettre en place un certificat interuniversitaire qui vise la formation des formateurs. Vous l'avez vu, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc ça, c'est un élément. Et alors, à côté de cela, je m'étais fort concentrée sur tout ce qui était enseignement de la communication soignant-soigné. Et là, maintenant, on est en train d'essayer de mettre des projets en place pour davantage travailler la communication en équipe. Donc, vraiment mettre, justement, dès les années précliniques, des jeunes étudiants en commun, à la fois infirmiers en pharmacie et en médecine, pour leur apprendre à communiquer d'emblée avant qu'on ait justement les effets de ce curriculum caché ou les hiérarchies qui arrivent, etc. Mais quand ils sont tous étudiants au même niveau, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc, ça, ce sont deux travaux actuels qui me tiennent vraiment à cœur. Eh ben, j'ai hâte de pouvoir lire ces travaux et des publications, de pouvoir en discuter plus en profondeur. Certainement, parce que ces dispositifs seront évalués, évidemment. Évidemment, avec ce qu'on s'est dit, ça ne pouvait pas être autrement. Alors, avant de vous poser une dernière question, j'ai proposé pour les auditeurs de faire peut-être une petite pause, juste pour qu'ils puissent essayer de noter 3 mots-clés, 3 idées clés, alors soit sur vos téléphones directement, ou alors en commentaire du podcast en fonction de là où vous écoutez, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Essayez de noter 3 mots-clés ou idées clés que vous retenez de l'échange que l'on a eu aujourd'hui. Et puis essayez d'en profiter pour vous abonner justement à nos plateformes de podcast ou nos réseaux sociaux pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors Hélène, peut-être
pour terminer, est-ce que vous pourriez nous conseiller un livre ou un ouvrage que chaque auditeur devrait lire un jour dans sa vie? Eh bien, en lien avec les émotions, le premier ouvrage auquel je pense, c'est un petit livre, ça s'appelle Mieux vivre avec ses émotions. C'est Mhm. un petit livre un peu de chevet qui est très bien vulgarisé, donc qui peut être accessible pour tout le monde. Donc, il y a un équivalent plus, on va dire, plus ardu pour des chercheurs qui est traité de régulation des émotions, donc c'est des mêmes auteurs. Mais voilà, vivre mieux avec ses émotions, c'est pour tout le monde, je le recommande vraiment. Super, et ben je prendrai plaisir à le lire. Merci beaucoup pour cette émission, pour cet échange très riche, je pense. C'est moi qui vous remercie. Et puis bah, à bientôt.